Si vous voulez vous forger une âme de leader, les formations de management en mer proposées par l'entreprise Marseille sont faites pour vous. Mais les objectifs de l'entreprise marseillaise, fondée par Christopher Pratt et Amandine Deslandes, que nous recevons aujourd'hui, vont bien au-delà. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Marseille, c'est original comme nom. Oui, effectivement, c'est un mot qui résume bien à la fois nos origines territoriales, notre attachement à la cité phocéenne et en même temps notre âme de navigateur, puisque moi je suis né sur l'eau, j'ai grandi sur l'eau et je continue à naviguer le plus possible. Et donc c'est vraiment la synthèse des deux et effectivement un petit jeu de mots sympathique. C'était l'objet de ma première question. On va commencer par une petite présentation. Vous êtes skipper et vous avez fondé Marseille en 2008. Oui, exactement. J'ai fondé cette entreprise en 2008, un petit peu au cœur de mon activité de navigateur. J'étais dans le début de ma carrière sportive, mais j'avais déjà cette idée, cette perspective que je ne ferais peut-être pas de la voile à haut niveau toute ma vie, et cette idée aussi que finalement notre expérience du haut niveau, du sport de haut niveau et de la voile pouvait être utile pour les organisations en général, les entreprises en particulier. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'est née l'idée de cette entreprise. Et c'est quand Amandine m'a rejoint quasiment 10 ans plus tard, en 2017, qu'on a vraiment pris une autre dimension, puisque jusque-là, c'était une entreprise qui servait essentiellement nos projets sportifs, et depuis l'arrivée d'Amandine, on a structuré énormément notre petite société. On est aujourd'hui 8 salariés, on est en croissance depuis 3 ans malgré la crise Covid, et surtout on est un organisme de formation certifié, data-docké, et certifié Calliope, grâce justement au talent sur les aspects qualité et ingénierie pédagogique d'Amandine. Pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par là, certifié Calliope ? Je vais laisser la spécialiste en parler. Non, en fait, une de nos ambitions, ça avait été de dire il faut qu'on soit un organisme de formation comme les autres, entre guillemets, en tout cas reconnu comme tel, parce que quand on emmène, par exemple, un comité de direction en bateau, dans l'entreprise, ça peut être vu comme « Ah, le comité de direction va faire une balade en bateau ». Et nous, on voulait vraiment insister sur la dimension pédagogique et sur le contenu. Et donc, on a passé cette certification, en fait, qui est obligatoire maintenant pour tous les organismes de formation. Elle est exigible depuis le 1er janvier 2022, mais nous, on est certifiés depuis juin 2020. Et quels sont les types de formations que vous proposez ? Je sais que vous proposez également du conseil, puisque effectivement, comme vous l'avez dit, l'univers de la voile permet d'optimiser ses performances, notamment en entreprise. En réalité, ce qu'on propose, c'est un accompagnement du dirigeant ou de l'entreprise, des managers en entreprise, quel que soit le type de société. On n'a pas vraiment de secteur d'activité de prédilection, qui ont envie de se poser des questions sur leur mode de fonctionnement, sur leur management, avec des angles un peu particuliers autour de la prise de décision, des processus de communication ou encore de la gestion de crise. Et l'accompagnement, en fait, c'est pas un accompagnement on-off avec un catalogue de formation, c'est plutôt un curseur que l'on positionne en fonction du besoin de notre client. On ne fait que du sur-mesure. Et donc, ça peut aller d'une conférence par un grand navigateur, que ce soit Christopher ou d'autres skippers qui travaillent avec nous, jusqu'à des accompagnements de très longue durée, sur 6 mois par exemple, avec une partie en amont d'audit, conseil, effectivement. Ensuite, des formations en action qui se passent pour partie en mer, en résidentiel le plus souvent, et ensuite des accompagnements dans la durée pour être sûr que les enseignements des formations sont bien implémentés dans l'entreprise. D'accord, et donc les séjours en mer, ça dure combien de temps à peu près ? Là aussi, c'est du sur-mesure. On a des groupes qui vont travailler sur une après-midi sur une thématique très précise. Encore une fois, l'objectif est, on fait de la formation management, on fait pas de la formation voile, donc c'est pas de leur apprendre à faire de la voile, même si indirectement ils vont étoffer leurs compétences sur le sujet. Mais donc ça peut aller d'une après-midi où on va travailler sur un programme très particulier, un sujet très précis, jusqu'à 24 heures en mer. On a des formations leadership plutôt inter-entreprise, où on emmène des stagiaires pendant plus de 24 heures en mer, et là ils vivent vraiment l'expérience de la course au large, et ils prennent des quarts, ils dorment pas la nuit, ils mangent des lyophilisés, et ils sont vraiment dans la peau d'un coureur au large. D'accord, ça permet en effet de renforcer la cohésion de groupe, comme des skippers du Vendée Globe. Exactement. Alors vous appuyez sur de solides références, 20 skippers professionnels, dont un en préparation pour les Jeux Olympiques. Hippolyte Macchetti.
Oui, effectivement, on a la force de Marseille, c'est et la différenciation avec d'autres acteurs du domaine, c'est qu'on s'appuie sur nos navigateurs. C'est vraiment la ressource principale, non pas qu'on ait quoi que ce soit contre d'autres skippers, mais c'est vrai que notre ADN, c'est le sport de haut niveau. Donc dans nos navigateurs, nous avons beaucoup, on a Hippolyte qui est carrément un salarié chez nous, chez Marseille, depuis une année maintenant, bientôt, mais on a aussi d'autres navigateurs comme Julien Dortoli ou Noé Delpech qui sont aussi en préparation olympique. Après, on a des coureurs au large, mais l'idée, c'est d'avoir des personnages qui ont la capacité à avoir cette dimension du sport de haut niveau, mais aussi d'être capable de dialoguer avec le monde de l'entreprise. À l'instar de Christopher, qui est entrepreneur depuis 15 ans, par exemple, nous avons dans nos références Olivier Bosset, qui est médaillé olympique, mais qui est aussi aujourd'hui le directeur sud-est de Serbe Alliance, par exemple. Donc voilà, donc c'est ces doubles profils qui sont assez rares et assez précieux. Et vous êtes en lien avec le Pôle France pour la détection des Jeux Olympiques. Oui, effectivement. Les profils olympiques, pardon. Oui, tout à fait. Alors, le Pôle France, c'est là où j'ai été formé, c'est là où j'ai grandi, où j'ai fait mes premières armes en dériveur. Et donc, les liens n'ont jamais été rompus avec le Pôle France depuis tant d'années. Je suis très proche de Jean-Bernard Constant, son président, et de Pascal Solé, son directeur. Mais là, c'est vrai que ça s'est encore renforcé cette année, puisqu'on accueille Hippolyte Macchetti, donc, qui est en équipe de France de 4,70, qui vise une médaille aux Jeux Olympiques de Paris, mais qui auront lieu à Marseille, comme tout le monde le sait. Et donc, on l'a intégré au sein de Marseille, comme le disait Amandine. Et donc, il passe 50 jours par an avec nous. Et puis, le reste du temps, il se concentre sur sa préparation olympique. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de pousser ce type de contrat. C'est des contrats qu'on appelle CIP, un contrat d'insertion professionnelle, qui permettent d'aider les athlètes à la fois à se concentrer sur leur projet sportif et en même temps à mettre un premier pas dans l'entreprise. C'est très vertueux. Et donc, nous, on conseille à toutes les entreprises qui nous écoutent de voir comment elles peuvent s'impliquer aux côtés d'athlètes olympiques parce que c'est une ressource qui est vraiment géniale. C'est des gens qui sont des compétiteurs dans l'âme, qui savent se remettre en question, qui ont un mode gestion projet qui est très efficace et donc c'est vraiment des ressources extraordinaires pour les entreprises. Et alors, justement, on parlait des Jeux Olympiques. L'un de vos nombreux défis est aussi de faire perdurer l'héritage des JO de voile 2024. Et vous ciblez un public en particulier, les profils féminins et issus des quartiers populaires. Alors c'est vrai qu'on a aussi une volonté dans notre ancrage territorial d'apporter notre contribution au fonctionnement de la cité, on le disait. Alors ça s'est illustré effectivement par un engagement féministe là, qui repose beaucoup sur mes épaules puisque on en parlait en préparant et je suis déjà venue en parler à la radio de mon engagement sur les livres. Mais il est vrai que dans la voile qui est un sport mixte, on a la chance d'avoir aussi des navigatrices qui naviguent à armes égales avec les hommes. Et donc, nous, on fait travailler de nombreux profils aussi féminins, pas forcément autant qu'on le souhaiterait, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Par ailleurs, sur les quartiers populaires, c'est vrai qu'on a fait des opérations, mais on n'en fait pas trop la pub parce qu'on fait vraiment ça, voilà, d'emmener des jeunes naviguer, par exemple. Et l'idée aussi des projets qu'on porte pour 2023 et les années suivantes, l'Académie des leaders, par exemple, ou le projet City, dont je te laisserai peut-être dire un mot, ce sont des projets qu'on veut ancrer dans leur territoire avec une dimension, bien sûr, sportive, c'est notre ADN, économique et entrepreneuriale, c'est aussi dans notre ADN, mais on veut y accoler une dimension sociale, une dimension d'inclusion, parce que c'est vraiment ce en quoi on croit, ce qu'on a envie de porter au monde. Et en effet, la voile apparaît comme l'une des meilleures activités pour acquérir de la confiance en soi. Oui, complètement. Et puis en fait, on se rend compte quand on a pu faire naviguer ces jeunes issus des quartiers populaires qu'ils ont des compétences cachées. Il y en avait qui étaient vraiment instantanément doués pour ces activités. Et donc c'est vrai que j'espère que les JO seront une impulsion politique qui nous permettra de se tourner vers la mer à nouveau et d'ouvrir les activités nautiques au sens large, la voile en particulier, de manière la plus démocratique possible. Je parle évidemment des classes de mer, de l'accès à la mer pour les moins aisés, parce que pour moi, Marseille est une ville maritime, elle s'est construite par la mer et on doit retrouver ce lien avec la mer et sous tous ses aspects. C'est effectivement, comme le soulignait Amandine,
un potentiel incroyable de développement économique, social, culturel. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à aller dans ce sens-là. Et nous, à notre toute petite échelle, on essaye d'y contribuer par ces actions dont on ne fait pas forcément la promotion, mais aussi par un engagement que moi j'ai depuis 20 ans pour essayer de faire avancer les choses dans cette ville qui doit s'ouvrir ou se réouvrir à la mer, à mon sens. Vous avez aussi pour ambition de créer la première écurie de voile sportive et professionnelle multisport en Méditerranée et ainsi concurrencer l'hégémonie bretonne, rien que ça. Ça m'en vient de parler. Oui, alors ça c'est la boutade de concurrencer nos amis bretons parce qu'en fait on travaille avec eux main dans la main depuis des années. Christopher a fait une grande partie de sa carrière en Bretagne. Nul n'est prophète en son pays, dit-on. Peut-être que c'est ce qui se passe ici, mais il est vrai qu'il faut recréer ce que disait Christopher, cet ancrage de la voile. On a peut-être moins cette culture du large à Marseille, mais nous on croit vraiment qu'on a la compétence pour avoir cette écurie-là. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ce qui se passe du côté du pôle Henri Fabre, par exemple, autour de l'aérodynamisme. La voile vit une révolution, les bateaux commencent à voler, et donc on a des compétences sur le territoire qui ne sont peut-être pas directement liées aujourd'hui au monde de la voile de compétition, mais qui sont transférables vers la voile de compétition, et je crois qu'on a toute la ressource pour bien faire. En effet. Alors, plus que tout autre sport, la voile semble aussi être la meilleure des activités pour sensibiliser à la protection de l'environnement, les océans. Oui, effectivement, c'est un sport qui a cette image de sport neutre, de sport propre. Et c'est vrai qu'une fois qu'on part en mer, on se déplace avec l'énergie du vent, on consomme très peu d'eau, on consomme quasiment pas d'énergie fossile. Donc c'est vraiment une activité qui est vertueuse, qui est en harmonie avec les éléments, qui nous permet aussi d'observer la biodiversité, d'observer l'évolution finalement de la mer et de tout cet environnement au cours des années. Néanmoins, on n'est pas exemplaire non plus. Ça reste un sport mécanique, la voile. Donc petit à petit, des pas sont faits pour que ça soit un sport mécanique qui soit un peu moins impactant. Néanmoins, voilà, on n'est en aucun cas exemplaire, mais effectivement, on a cette connexion avec l'élément naturel au quotidien qui nous permet d'être des ambassadeurs à minima et en tout cas peut-être des donneurs d'alerte de temps en temps sur certains sujets comme par exemple le plastique ou comme les zones de mouillage dans les calanques, des choses comme ça, sur lesquelles effectivement on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai décidé de faire en m'engageant au Parlement de la mer de la région sud, sous la demande de son président Renaud Muselier, sur la commission tourisme et sport, mais avec cette idée que les commissions sont transverses et qu'on va travailler tous ensemble pour essayer que ce Parlement de la mer soit force de proposition sur les sujets écologiques, sur les sujets économiques, sur les sujets sportifs, sur les sujets de tourisme. Et vous êtes d'ailleurs en contact avec un doctorant pour des projets de research and development ? Oui, alors ça a été quelque chose que Christopher avait en tête depuis de nombreuses années, puisque à l'origine du concept Marseille, il y a aussi, l'implication de Christopher dans des travaux de recherche avec le labo Sport MG Performance de l'Université d'Aix-Marseille, notamment avec Pierre Dantin. Et donc, tu avais des travaux en psychosociologie du sport autour de la prise de décision en milieu complexe. C'est facile d'imaginer que la haute mer est un milieu complexe. Et on a voulu pousser cette démarche encore aujourd'hui en accueillant au sein de Marseille un doctorant dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle CIFRE, qui est une thèse donc appliquée en entreprise. Et donc notre collègue Maëlle Elgouache travaille donc sur un sujet qui est la prise de décision en environnement donc complexe, avec une dimension aussi sur la résilience organisationnelle. Donc, et l'objectif de cette thèse, qui a lieu au sein de Marseille, c'est vraiment de trouver ce qu'on explique dans nos formations, l'utilisation de la voile de haut niveau, c'est de la transférer au monde de l'entreprise et de pouvoir en tirer des enseignements ensuite sur lesquels on pourra former nos clients. Que de beaux projets. Félicitations à tous les deux et merci pour cette interview qui devrait inspirer bon nombre d'auditeurs. Je mentionne votre site marsail.com. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Parce que la préservation du patrimoine archéologique est essentielle, les musées de Marseille et la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur ont associé leurs compétences pour créer une exposition labellisée d'intérêt national. Nous accueillons Fabrice Denise, conservateur du musée d'histoire de Marseille, pour en parler. Bienvenue.
L'intérêt grandissant pour les vestiges qui conduit à détourner des pratiques archéologiques jusqu'à faire commerce du patrimoine collectif est-il une menace pour notre identité ? C'est une question ou une affirmation ? Je plaisante. Effectivement, c'est une menace, bien entendu. Le patrimoine est par essence un bien partageable, c'est un bien commun. Et l'idée de voir qu'une partie de ce patrimoine, et pas des moindres, eh bien, se retrouve totalement exclue de la sphère du partage, de la sphère de l'enrichissement scientifique et collectif, est un vrai problème de société. Et c'est ce problème de société que nous avons voulu dénoncer dans cette exposition. L'épilogue de cette exposition est consacré aux antiquités de sang, à juste titre, puisqu'elles font l'objet d'un trafic criminel international, juste après la drogue et les armes. Pourriez-vous nous éclairer ? Les pays en guerre, les pays déstabilisés, les pays dont les pouvoirs publics sont déstabilisés et qui ne sont plus en capacité de contrôler, de gérer leur patrimoine, eh bien, voient toutes sortes de trafiquants intervenir et faire commerce de ces objets archéologiques. On le sait avec un groupe comme Daesh, qui n'a pas hésité à organiser des fouilles clandestines en Syrie, excusez-moi. À Babylone. On n'est pas en direct de toute façon. En Syrie, je vous ai dit en Syrie, donc, voilà, je refais la phrase. Oui, des pays en guerre comme la Syrie ont vu des activités terroristes portées par le groupe Daesh intervenir très très massivement dans le sous-sol, et en même temps que la vente d'hydrocarbures provoquait des revenus pour ces activités terroristes, la vente d'objets archéologiques également constituait des ressources non négligeables. Donc ce phénomène, on peut le constater à la fois à côté de chez soi, en proximité, dans la région PACA, mais aussi à l'échelle internationale. C'est un trafic mondial qui intervient tout de suite après la vente d'armes et la vente de stupéfiants. Donc c'est un sujet de société, il est encore méconnu, et l'exposition vise de façon très pédagogique à expliquer en quoi ces activités sont illicites. Le détectorisme est le nouveau mal dont souffre le patrimoine archéologique. Quels sont les profils des pilleurs ? Ce sont des profils très très diversifiés. On trouve même des étudiants en histoire, on peut trouver même des enquêteurs, des personnes qui relèvent de corps de la défense, mais majoritairement des personnes qui, alors pour certaines le font de façon naïve, pour d'autres le font de façon très intentionnelle, ont en commun un certain goût pour l'histoire, c'est indéniable, mais avec une finalité qui conduit à de l'enrichissement, qui conduit à une privation de ce patrimoine commun et à une destruction d'informations scientifiques regrettables. Quelles sont les régions françaises et du pourtour méditerranéen concernées par ces pillages ? Aucune région n'échappe à cette problématique. Donc là, j'aurais tendance à dire que le phénomène, il est global. Simplement, ce qui caractérise les régions, c'est leur capacité à contrôler et à faire de la répression sur leur territoire. Là, on a un peu un miroir déformant, puisqu'on présente des objets qui sont issus des régions qui sont les mieux administrées de ce point de vue-là, où des enquêteurs veillent, des policiers interviennent. Mais vous avez, et malheureusement c'est la majorité des cas, des pays qui sont tout à fait dépourvus de ces logiques de contrôle et qui, de fait, se retrouvent totalement privés de leur mémoire nationale, au détriment des générations futures. À combien estime-t-on les pertes liées au pillage ayant fait suite aux conflits modernes ? Alors, il est difficile de l'exprimer, mais quantitativement, une région comme la région PACA, ce sont presque 5000 objets qui, chaque année, sont saisis. Donc, ce sont autant d'objets qui ne sont pas ou ne sont plus reliés à des sites archéologiques. L'objet en tant que tel est intéressant pour l'histoire de l'art, mais il est beaucoup plus intéressant dans l'archéologie lorsqu'il est relié à un contexte. Et donc, c'est bien cela, ce sont ces objets un peu orphelins de l'histoire qui sont présentés dans cette exposition. Pour protéger le patrimoine archéologique, la législation française s'est renforcée en 2016. Pour autant, elle ne suffit pas toujours. Qu'est-ce qui fait obstacle encore aujourd'hui ? Ce qui fait obstacle, c'est encore, même s'il y a un bon esprit de coopération entre toutes ces institutions, c'est encore balbutiant. Et donc il faut que ces administrations relevant de différents ministères puissent mieux collaborer. L'obstacle aussi, c'est une méconnaissance de la loi de la part des pratiquants. Si les gens utilisant des détecteurs de métaux avaient une vraie connaissance de la loi, peut-être que d'eux-mêmes s'interdirait-il un certain nombre d'activités. Ils n'ont pas forcément conscience, pour certains, qu'ils se mettent hors la loi en utilisant des détecteurs qui n'ont pas été conçus pour ça.
Quelles ont été les conclusions du colloque international intitulé « Agir ensemble contre le pillage archéologique et le trafic illicite des antiquités » ayant eu lieu à Marseille les 12 et 13 octobre derniers? Parmi les conclusions, c'est déjà la satisfaction de voir que la coopération va crescendo et que ces administrations travaillent de mieux en mieux à l'échelle nationale et internationale ensemble, qu'il y a des outils numériques, qu'il y a des outils modernes technologiques qui permettent de renforcer les contrôles, qui permettent de faire de l'intelligence artificielle en quelque sorte là-dessus. Et on voit que des instances très représentatives comme l'UNESCO ou des instances beaucoup plus territoriales comme les douanes françaises ou la gendarmerie nationale, sont en train de former des enquêteurs au sein de leurs équipes. Et vous avez, pour la seule région PACA, 35 brigades et 35 gendarmes qui sont devenus, en quelque sorte, un peu plus spécialisés dans ces questions. Et ils ont une capacité à détecter des trafics qu'il y a quelques années en avant n'avaient pas. Le ministère de la Culture est pleinement impliqué dans la préservation du patrimoine. C'est pourtant ce même ministère de la Culture qui a tranché pour le réenfouissement des vestiges de la Corderie, dans la plus vieille ville de France. Cette implication n'est-elle pas uniquement une posture? Alors, on sort un petit peu du sujet. Je crois qu'il est un peu prématuré de livrer un témoignage sur cette problématique-là. La gestion d'un patrimoine archéologique dans une ville, quelle qu'elle soit, est une affaire excessivement complexe où, de fait, vous mettez en tension des aménageurs et des usagers. Marseille n'échappe pas à cette règle. Merci beaucoup Fabrice Denis pour cette interview riche de sens. Merci à vous.